Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au cours de la prochaine heure, nous parlerons entre autres du projet d'égout collecteur à Lac-Sergent. Les résidents refusent majoritairement le projet public. Les écoles regroupées Marguerite-Jouville et Saint-Joseph à Saint-Raymond portent désormais le nom de l'école primaire de la Grande-Vallée. On a dévoilé jeudi dernier les résultats de la première enquête origine-destination pour le territoire de la MRC de Portneuf. Nous ferons une courte visite du couloir de la violence amoureuse pour adolescents. 6 élèves de niveau primaire ont démontré leur talent oratoire dans le cadre de l'activité Visite d'entreprise du Club optimiste de Saint-Raymond. Nous parlerons de la 3e édition du défi Dansereau à Pont-Rouge, des gagnants du 14e Festival de films pour l'environnement de Saint-Casimir et vous entendrez une entrevue avec le fondateur du musée dédié à Charlie Chaplin en Suisse, Yves Durand. Bonne émission. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du Corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, taches pigmentaires, coupe rose rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous. Les résidents de Lac-Sergent touchés par le projet de construction d'un réseau public d'égouts collecteurs ont refusé à 58,8 % la construction du projet estimé à 14 millions de dollars. Le dépouillement du sondage a eu lieu ce jeudi matin à l'hôtel de ville de Lac-Sergent. 419 sondages ont été acheminés par la Poste et 350 citoyens y ont répondu pour une participation de 83,5 %. 141 citoyens ont répondu oui à la question, correspondant à 40,2 % et 206 citoyens ont répondu non pour un pourcentage de 58,8 %. Le libellé de la question se lisait comme suit. Êtes-vous en faveur à ce que la Ville de Lac-Sergent procède à la mise en place d'un réseau d'égouts de type gravitaire desservant 370 immeubles et décrétant un emprunt de 14 millions de dollars pour en défrayer les coûts? Écoutons les commentaires du maire de Lac-Sergent, René-Jean Pagé, suite aux résultats du sondage. Bonjour, M. Pagé. M. Beausoleil, bon matin. M. Pagé, êtes-vous étonné de ce résultat du sondage auprès de vos citoyens? Je m'y attendais bien sincèrement, je m'attendais à un refus. Mathématiquement, je croyais toucher 63-64 %. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les mathématiques et en fonction de la réaction des gens que je percevais sur la rue, dans les restaurants aussi, c'était vraiment partagé, mais lorsqu'on parle de sous et lorsqu'on parle d'engagement financier, ça freine toujours un élan sur du long terme. Oui. Alors, les gens aujourd'hui, puis je suis comme ça aussi, on a tendance à penser à court terme. Le long terme est souvent ignoré ou du moins délaissé pour compte. À cet égard-là, je crois que les gens pensent à court terme et les résultats ont été obtenus comme ça. Oui, il y a quand même 83,5 % de répondants, ce qui est satisfaisant. Très satisfaisant et je félicite les gens de Lac-Sergent qui ont bien sûr pris le temps de
écrire, de réfléchir avant tout et d'exprimer leur opinion, soit par un oui ou par un non. À 82 %, je crois que c'est très représentatif, un taux de participation extraordinaire. Et bien sûr, on doit bien sûr composer avec les résultantes actuelles. Parlons justement de la suite. Comment vont se traduire justement les prochaines démarches? Bon, les prochaines démarches, on s'entend que c'est un sondage qui a été dépouillé aujourd'hui. C'est le conseil de ville qui prend décision. Nous étions tous réunis ici en séance privée pour faire le dépouillement de tout ça. Alors, de notre prochaine séance du conseil, le sujet va être ramené à savoir, compte tenu du sondage, des résultats du sondage, est-ce que le conseil de ville juge à propos de retirer ou de maintenir le projet? Alors, conséquemment, je crois que le conseil de ville va rejeter la demande FEPTE et aussi passer à autre étape qui est la solution individuelle et alternative. Oui, donc pour être clair, on refuse un projet d'égout collecteur pour s'en aller vers une démarche individuelle. Tout à fait. Il faut quand même le préciser que ce n'est pas l'ensemble de tous les résidents qui ont des fosses septiques à bout d'âge. C'est partagé. On a des résidences secondaires également qui, possiblement, vont pouvoir se permettre d'avoir des fosses à rétention totale compte tenu du peu d'occupation qu'ils peuvent occuper dans l'année. Alors, c'est des mesures qui vont être étudiées incessamment. Le conseil de ville ne baissera pas les bras pour autant, on l'a mentionné beaucoup. Même le conseil antérieur le disait, si toutefois le réseau d'égout ne passe pas. La solution individuelle, mais c'est la solution alternative. Je ne vous dis pas qu'elle est parfaite, mais dans un cas comme le nôtre, alors qu'on s'entend que 78 % des fosses septiques autour de notre lac est périmé et est à bout d'âge. Évidemment, la lumière est allumée depuis très longtemps, alors on va devoir agir en conséquence et on va y aller de façon par secteur. On ne peut pas penser qu'on va régler la problématique du jour au lendemain. Ça va être sur une période d'années, mais on va préciser puis on va identifier les secteurs, les zones qui sont plus à risque, qui sont plus dommageables pour la qualité de l'eau et on va procéder en fonction des priorités. Et la bonne volonté des gens va devoir aussi être inscrite sur le bébillard, en ce sens que on sait très bien que les installations septiques avant 1980, c'est à la Ville de prouver leur déficience. Oui. Et à cet égard-là, on s'entend que nous en avons beaucoup. Alors, si toutefois nous avons beaucoup de réticences, on ne veut pas provoquer de confrontation avec les citoyens. Nullement, nullement. On veut avoir un échange de partage et de bonne conduite. Mais par contre, on va devoir penser collectivement plutôt que penser individuellement. Oui. Simplement. Et en terminant, avez-vous l'impression que si le gouvernement ou les subventions auraient été plus importantes, parce qu'on parle de 35 % maximum dans le projet qui a été présenté, le projet d'égout collecteur aurait pu passer? Bien, écoutez, moi, j'estime que oui. Ici, dans Port-Neuf, je me rappelle bien, il y a 7 municipalités qui ont reçu des subventions au programme FEPTE de l'ordre de 83 % et j'en ai vu aucune qui ont refusé le projet. Alors, j'estime qu'ici, on n'est pas à part des autres et surtout que nous, ça répondait à un besoin imminent. Alors, si nous avions reçu 83 %, je crois que la population aurait applaudi cette démarche, puisque le facteur d'emprunt aurait représenté environ 2 millions d'emprunts. Alors, 2 millions d'emprunts, ça a déjà été accepté ici à la Ville pour 3 millions, avec un référendum antérieur, ça passe à 58 % pour un emprunt de 3 millions. Alors, si on avait reçu 83 % et pour avoir un réseau d'égouts gravitaires, lorsqu'on dit tout à l'égout, selon moi, les gens auraient accepté et la confrontation n'aurait pas eu lieu. Merci, M. Pagé. Merci à vous. Merci à CJSR. Nous vous donnerons d'autres détails et commentaires des autres conseillers à la municipalité de Lac-Sergent dans notre prochain bulletin de nouvelles. La municipalité de Saint-Léonard peut aller de l'avant avec sa demande d'annexer une partie de Sainte-Christine d'Auvergne au Lac-Simon sur son territoire selon les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Aucun résident du secteur concerné n'a apposé sa signature dans le registre municipal qui était ouvert ce mercredi à l'Hôtel de Ville de Saint-Léonard, démontrant ainsi leur opposition. Il aurait fallu 18 signatures sur les 68 personnes concernées pour bloquer le règlement et obliger un référendum. Cette démarche était nécessaire pour officialiser le sondage du comité de citoyens qui démontrait que 85 % des résidents de Sainte-Christine d'Auvergne du secteur Lac-Simon sont en faveur du
projet d'annexion avec Saint-Léonard. Selon la directrice générale de Saint-Léonard, Nancy Clavette, le dossier sera acheminé au ministère au cours des prochains jours pour étude. Une réponse est attendue au cours des prochains mois. L'école primaire de la Grande-Vallée, c'est le nom que portent désormais les écoles regroupées Marguerite-Diouville et Saint-Joseph à Saint-Raymond suite à un concours auprès des élèves. On compte au total 798 élèves et 105 membres du personnel dans les deux bâtiments. Le bâtiment Marguerite-Diouville, situé juste à côté du centre multifonctionnel, face au presbytère de l'Église, regroupe des élèves du préscolaire à la 2e année et le bâtiment Saint-Joseph, situé sur la rue Saint-Joseph, en face du centre d'hébergement, regroupe les élèves de la 3e à la 6e année. Malgré ce regroupement qui date de 2010, il y a donc 7 ans, les citoyens, parents et même les enfants avaient l'impression que ces deux écoles étaient séparées. Écoutons le directeur Martin Boudreau. Et malgré le fait que ça fait déjà 7 ans, il y a plusieurs parents, il y a plusieurs citoyens qui pensent toujours que c'est deux écoles indépendantes. D'ailleurs, beaucoup de nouveaux arrivants que j'ai rencontrés cet été, des militaires ou différentes personnes qui déménagent à Saint-Raymond, se déplacent dans les deux écoles pour inscrire leur enfant quand ils pourraient le faire simplement dans une des deux. On a aussi un seul conseil d'établissement, une seule équipe de gestion, un seul et même budget qu'on peut utiliser de façon efficiente pour les deux bâtiments. Les enfants aussi, à quelque part, ils pensent que c'est deux écoles séparées et même qu'on doit développer des stratégies pour le passage entre les deux écoles, donc la 2e à la 3e année pour rassurer les enfants, comme on fait au secondaire quand les élèves s'en vont de 6e année en secondaire 1. De plus, à partir de la prochaine année scolaire, il n'y aura qu'un seul numéro de téléphone pour rejoindre l'administration et le personnel des deux bâtiments. Donc, pour favoriser le sentiment d'appartenance, un concours a été lancé auprès des élèves pour choisir un nouveau nom à l'école et aussi pour choisir une nouvelle identité aux équipes sportives, aux groupes d'élèves comme la chorale. Les élèves devaient s'inspirer du 175e de Saint-Raymond et de son thème, riche d'histoire, riche d'avenir, pour soumettre leurs suggestions. Parmi les 18 finalistes sur les 150 suggestions reçues, c'est celle de Louis-Félix Boudreau. Aucun lien de parenté avec le directeur de l'école qui a été retenu. Louis-Félix s'est inspiré d'un texte du livre « Saint-Raymond, une ville, une histoire ». On l'écoute. On a pris une idée d'un livre de Saint-Raymond et que mon arrière-grand-mère a donné à ma mère. On a regardé des petits textes. J'ai lu un texte que 4 pionniers sont venus ici. Ils ont appelé ça la Grande Vallée. Ce texte relate l'histoire de 4 jeunes pionniers de l'ancienne Lorette qui décidèrent de partir explorer les bonnes terres situées dans la vallée de la rivière Sainte-Anne à l'été 1831, 11 ans donc avant la fondation de Saint-Raymond. Alexis Caillé, Joson Derry, Pierre Plamondon et Ignace Derry avaient aussi entendu parler des Indiens de la Grande Vallée, une vaste contrée au nord entourée d'une multitude de cours d'eau. L'institution scolaire devient donc l'école primaire de la Grande Vallée et les équipes sportives ou autres groupes de l'école portent désormais le nom et l'identité de pionniers. Des chandails sont en impression actuellement pour les joueurs des 2 équipes de hockey, de même que pour les joueurs des 3 équipes de basketball de l'école. Aussi, tous les élèves de l'école, quelques 800 en fait, recevront chacun un gilet au cours des prochains jours pour faire la promotion de leur nouvelle identité durant l'été. De plus, le comité des fêtes du 175e de Saint-Raymond a fait un don d'argent à l'école pour financer la création d'une mosaïque sous le thème « Riche d'histoire, riche d'avenir » qui sera installée sur un mur du bâtiment Marguerite-Diouville et une autre mosaïque sera créée et installée éventuellement dans le bâtiment Saint-Joseph. Et finalement, un salon jeunesse sera présenté sous le thème du 175e le jeudi 11 mai prochain de 9h30 à 20h au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Ce salon, préparé par les élèves de l'école primaire de la Grande-Vallée et assisté par 2 enseignantes, présentera différentes facettes de l'histoire et de l'avenir de Saint-Raymond et sera alimenté par différents jeux interactifs. Christine Genois, une des 2 enseignantes, nous énumère quelques thèmes. Par exemple, on a le vélo,
on a les catastrophes, incendies, inondations des élèves, ça leur tentait de travailler là-dessus. L'automobile, on a aussi, j'en oublie, là, la Vallée du Bras-du-Nord, Nancy Frenette avec son projet Luc Plamondon. Donc, les élèves devaient faire des recherches autant historiques et voir pour le futur, préparent des jeux interactifs avec les iPads, avec les chronologies, la ligne du temps, tout ça. Donc, c'est fait par les enfants, supervisé par des enseignants. Les visiteurs pourront également retourner chez eux avec des œuvres en bois réalisées par des élèves de première et deuxième année et inspirées du thème des draveurs. Mélanie Gosselin, l'autre enseignante responsable, nous donne les détails. Alors, on a eu l'idée de fabriquer des décorations, des boules de Noël, si on veut. Donc, ce sont des rondelles de bois sur lesquelles ont été apposés le logo du 175e. Les élèves ont ajouté une petite corde, donc ça peut être accroché dans un arbre de Noël ou ailleurs. Et bien sûr, comme ma collègue le disait, on invite les gens à venir visiter tous les kiosques. Et si les gens veulent repartir avec un petit souvenir du 175e, ils pourront se procurer ce produit-là au coût de 2 $ seulement et repartir avec un petit souvenir qui a été fabriqué par les élèves de première, deuxième année. La MRC de Portneuf et la Corporation de transport régional de Portneuf ont dévoilé jeudi dernier les résultats de la première enquête origine-destination pour le territoire de la MRC de Portneuf. Cette enquête, réalisée par la firme d'experts conseil Gestran, permet de connaître la mobilité et les habitudes de déplacement de la population, incluant tous les modes de transport. Cette base de données permettra à la MRC et à la Corporation de prendre les meilleures décisions possibles quant à l'aménagement, le transport, la mobilité, les axes routiers et le développement régional liés à la mobilisation ou la mobilité de la population. Menée auprès de 875 ménages répartis dans les 18 municipalités du territoire du 16 au 26 novembre 2016, l'enquête téléphonique a permis de documenter les déplacements de 2010 personnes. Seuls les 3 premiers déplacements effectués la journée qui précédait l'entrevue téléphonique ont été retenus pour l'enquête. Somme toute, on apprend que 91 % des citoyens de 16 ans et plus possèdent un permis de conduire, 96 % pour les 24 et plus. On estime à 2,3 voitures par ménage pour une moyenne de 2,3 personnes par ménage. C'est donc dire que chaque citoyen ou presque possède une voiture. En moyenne, les résidents de la MRC de Portneuf se déplacent moins d'une fois par jour. 30 % de la population effectue 0 déplacement par jour en moyenne. On estime que la population de la MRC effectue en moyenne 49 828 déplacements par jour, tous modes, âge et motifs confondus. 73,5 % se font sur le territoire de la MRC de Portneuf, 18 % vers la Ville de Québec, 4,5 % vers la région de la Capitale-Nationale, excluant la Ville de Québec, 1,8 % vers la région de la Mauricie, 1 % vers la région de la Chaudière-Appalaches et 1 % vers d'autres destinations. Ce sont respectivement les villes de Donnacona, 22,7 %, Saint-Raymond, 21,7 %, Pont-Rouge, 12,6 % et Saint-Marc-des-Carrières, 11,3 % qui attirent le plus de déplacements. Ce sont respectivement les villes de Saint-Raymond, 21 %, Pont-Rouge, 15 % et Donnacona, 13,7 % qui génèrent le plus de déplacements. Les principales raisons de déplacement sont pour le travail, 27,6 %, pour les commerces et services, 21,7 % et pour les loisirs et restaurants, 20,7 %. À l'extérieur de la MRC, les données présentent une plus forte proportion de déplacements pour le travail, notamment pour les destinations de la Capitale-Nationale, 57,3 %, de la Ville de Québec, 45,5 % et de Chaudière-Appalaches, 57,1 %. Du côté de la Mauricie, les Portneuvois s'y déplacent principalement pour les loisirs et les restaurants, 30,3 %, le travail, 24,2 % et les commerces et services, 21,2 %. L'automobile est le mode de transport le plus utilisé, 87,2 %, 70,1 % comme conducteur et 17 % comme passager. Le transport collectif par autobus est utilisé de façon marginale, 0,3 %. Dans le territoire de la MRC de Portneuf, les déplacements se font particulièrement vers les centres-villes et les zones commerciales, les écoles, certains établissements de santé comme l'hôpital ou le CLSC de Saint-Raymond ou le CLSC de Donnacona, les arénas et complexes sportifs récréatifs
et les parcs industriels de Deschambault-Contine et Portneuf. À l'extérieur du territoire, ce sont les institutions d'enseignement supérieur, Cégep Sainte-Foy et Université Laval, les établissements de santé, le parc industriel de Saint-Augustin de Desmaures, les centres et zones commerciaux de Québec. Le rapport complet de l'enquête Origine-Destination 2016 est disponible sur le site web de la MRC de Portneuf. Ce mercredi midi, à l'école secondaire de Donnacona se tenait l'activité Couloir de violence amoureuse qui vise à faire découvrir aux adolescents les signes précurseurs de la violence amoureuse, son cycle, son évolution, les conséquences possibles et les façons de s'en sortir. L'activité, qui en est à sa 2e année à Donnacona, vise particulièrement les élèves de 4e secondaire. Quelques 250 élèves ont participé à l'activité ce mercredi midi et un groupe d'élèves de l'école secondaire de Saint-Raymond y ont pris part, en fait, le matin. Sous la forme d'un labyrinthe de 12 mètres par 8, les élèves peuvent suivre l'évolution de la vie amoureuse intime d'un couple, un garçon et une fille, de leur âge, à travers des extraits vidéo, audio, des effets spéciaux et la reconstitution de décors. À mesure qu'on avance dans le couloir, la relation se détériore. Malgré des tentatives de rapprochement, la crise éclate et la violence prend place dans la relation. Le visiteur découvre les états d'âme de la victime en lisant des pages de son journal intime. Écoutons Ariane Pressot, qui est agent de liaison pour la table de concertation en violence conjugale et familiale de Portneuf, commenter une des stations. Après, on rentre dans la réalité du garçon, à l'école. Donc, toujours avec les étudiants, on va découvrir sa case. Et à l'intérieur de sa case, il y a des photographies avec ses amis, les amis de la jeune fille. Et on observe tout de suite qu'il n'aime pas beaucoup les amis de la jeune fille. On fait prendre conscience aux jeunes qu'une des façons de contrôler, d'exercer de la violence, justement, c'est de contrôler la personne et de tenter de l'isoler. Donc, une personne qui va faire de la violence va chercher à écarter les amis, écarter la famille. Des gens qui vont pouvoir lui dire justement, c'est pas normal, qu'est-ce que tu vis, ou si tu as besoin d'aide, viens m'en parler. La personne contrôlante, la personne violente va bien s'arranger pour que la personne se ramasse seule et qu'elle sente que si elle n'est pas en couple avec cette personne-là, elle n'est plus rien. Mise en place en 2008 au Saguenay par la Sûreté du Québec, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et l'organisme communautaire La Passerelle, cet outil a été conçu pour être déployé dans toutes les écoles du Québec. La première semaine du mois de mai est consacrée depuis maintenant 52 ans au Québec la Semaine nationale de la santé mentale. Il s'agit d'un moment privilégié pour se préoccuper de sa propre santé psychologique et le thème proposé cette année tourne autour de 7 astuces pour se recharger, agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. L'organisme en santé mentale dans Portneuf, l'Arc-en-Ciel, a profité d'un 5 à 7 à la Maison de la Culture de Donnacona pour procéder au lancement d'un partenariat avec un collectif de 6 artistes du Québec réunis à la Galerie d'art Christine Genet autour du projet intitulé « L'art naïf m'allume et te soutient ». Ces artistes ont décidé de soutenir la cause de la santé mentale à travers le tirage d'une œuvre collective, un banc. L'accordéoniste Denis Côté a aussi accepté de mettre sa touche à l'œuvre. Les billets sont offerts à 5 $ chacun et le tirage aura lieu à la fin du mois de juillet. Une exposition se tiendra aussi à la Galerie d'art Christine Genet de Cap-Santé du 1er juin au 30 juillet. Ce 5 à 7 à la Maison de la Culture de Donnacona a été agrémenté par de la musique, des chants et un bon lunch. Ce lundi, dans le gymnase du bâtiment Saint-Joseph de l'école primaire, maintenant de la Grande-Vallée à Saint-Raymond, se tenait la finale oratoire du Club optimiste de Saint-Raymond dans le cadre de son activité annuelle Visite d'entreprise. Les élèves ont visité une douzaine de commerces ou entreprises au mois de novembre et une douzaine d'autres le 12 avril dernier. Les élèves devaient présenter oralement, en français et en anglais, le commerce qu'ils ont visité devant leur classe et les 6 meilleurs se sont retrouvés dans le gymnase devant les parents et amis, des enseignants, direction d'école, commerçants
et les membres du Club optimiste. Les élèves finalistes étaient Pierre-Olivier Jobin, qui a visité le magasin Intersport, Zach Moisan, qui a visité le concessionnaire Germain Automobile, Ariane Billon, chez Corbeau Publicité, Talia Dussault, qui a fait une visite à la pharmacie Picard et Simard, Maverick Delille, chez Meubles J.P. Giguère, et Maxime Quentin est allé visiter le concessionnaire automobile Hyundai. Écoutons une partie de la performance bilingue de Pierre-Olivier Jobin, qui nous parle de sa visite chez l'entreprise Intersport. Monsieur Ouellette, il n'y a pas de métier dangereux ou stressant au sein de l'entreprise. Et les employés ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Pour compléter, on compte 33 Intersports au Québec. Il y en a aussi dans d'autres provinces du Canada. Now, for the part in English, I will tell you the jobs that you can have in this enterprise. You can be a manager, a owner, and a cashier. You can also be a clerk. The clerk needs to sell the products. There is also the job of the technician who repairs the bike. Now, I will tell you how I liked my visit. My favorite thing was the visit of the basement. I also liked to learn how to repair a bike. Thank you for listening to me. À la fin de la soirée, le Club optimiste a remis un montant de 1 000 $ à la représentante de la Ciridion dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie au profit des écoles de Saint-Raymond. La prochaine activité du Club optimiste sera l'Opti-Tour dans les rues de Saint-Raymond le 28 mai prochain. Les carnets de financement seront disponibles sous peu. L'Opti-Tour est la plus importante activité de financement du club qui investit particulièrement pour la jeunesse de Saint-Raymond. Le directeur général de la CBJC, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, Antoine Bourque, a livré une conférence samedi dernier portant sur le saumon atlantique dans le contexte d'une exposition de peinture qui se tient à la galerie d'art Christine Genet de Cap-Santé. L'artiste peintre Christine Genet, en collaboration avec la CBJC, présente une exposition intitulée « Couleur saumon » depuis le 19 avril dernier jusqu'au 31 mai. Des artistes de la région nous présentent le saumon atlantique sous différentes formes et la conférence d'Antoine Bourque était la première de 3 conférences prévues à la Galerie d'art. En plus du saumon atlantique, Antoine Bourque a dressé un bref historique de la rivière Jacques-Cartier, de la pêche au saumon et de l'impact des barrages. Parmi les principaux points historiques, notons que la rivière Jacques-Cartier a été nommée ainsi en 1656 par Nicolas Sanson d'Abbeville, selon une croyance populaire qui veut que Jacques-Cartier soit passé à son embouchure. Des indications archéologiques estiment à quelques 7000 ans les origines de la pêche au saumon par les Premières Nations dans la rivière Jacques-Cartier. Au milieu du 19e siècle, la rivière Jacques-Cartier a été décrite comme l'une des plus belles rivières à saumon au monde par l'officier britannique Toll Frey. La pêche sportive au saumon a été populaire dès le début des années 1800. D'ailleurs, des mesures ont dû être prises rapidement pour contrôler la pêche au saumon et instaurer un système de pêche sportive privée et commerciale. En 1854, une loi a été même adoptée pour protéger l'espèce d'une exploitation abusive. Le saumon a disparu complètement de la rivière Jacques-Cartier en 1913 avec la construction du barrage de Nakona. Le saumon ne pouvait plus monter la rivière pour aller frayer. Par contre, l'année 1972 a été charnière pour la conscience sociale. Une coalition citoyenne a été formée pour s'élever contre le projet de construction de la centrale hydroélectrique Champigny et de ses conséquences. Antoine Bourque nous rappelle. C'est ce geste-là qui a été à l'origine des études d'impact qui sont maintenant obligatoires au Québec avant la réalisation de tout projet hydroélectrique. Puis la prise de conscience qui a mené cette coalition-là a mené à la création du Parc national de la Jacques-Cartier. Et pour comprendre, le projet Champigny devait inonder environ 80 à 90 % de ce qui est le Parc la Jacques-Cartier aujourd'hui. On note également l'arrêt du flottage du bois dans la rivière qui aura été positive. En 1979, voit le jour la Corporation de restauration de la Jacques-Cartier, dont sa mission première est la réintroduction du saumon atlantique. Et depuis 1987, la CBJC effectue le transport par camion des saumons atlantiques capturés à la passe migratoire de Cap-Santé vers les meilleurs sites de reproduction situés entre Shannon et le Parc national de la Jacques-Cartier.
La prochaine conférence, ce dimanche 7 mai, portera sur la pêche au saumon par David Bertrand et un atelier sur la fabrication de mouches à pêche est prévu le samedi 13 mai en compagnie d'Alain Pagé. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier est un organisme de bassin versant fondé en 1979 et reconnu comme organisme de bassin versant par le gouvernement en 2004. Son siège social est situé au 5090 route Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Quelques 500 convives étaient réunis à l'aréna de Saint-Raymond ce samedi 29 avril à l'invitation des Filles d'Isabelle et des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond au profit de différents organismes voués à l'aide aux personnes ou aux familles plus démunies, dont le SOS Accueil. Ce souper spaghetti bénéfice annuel compte à chaque année environ 250 à 300 convives, mais pour le 150e de Saint-Raymond, les bénévoles ont redoublé d'ardeur pour en faire un plus grand succès. Le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, a d'ailleurs souligné l'implication soutenue des nombreux bénévoles de Saint-Raymond pour justement soutenir les personnes ou familles plus démunies. Une réputation à Saint-Raymond qui dépasse la région de Portneuf. On l'écoute. Un peu pervers, il faut le dire. On est tellement bon avec les démunis à Saint-Raymond, c'est qu'on attire des familles démunies des fois. Des fois, quand on parle à des gens, justement à l'école ici à côté, l'école Marguerite-Diouville, on se rend compte qu'il y a des nouvelles familles qui arrivent de Québec. Parce qu'à Québec, ils accueillent des réfugiés, mais nous, on accueille les familles de Québec qui s'en vont de Québec parce que ça coûte trop cher. Alors, ça arrive qu'il y a des familles de Québec, de Limoilou, qui viennent s'établir ici parce que les loyers ne sont pas chers, parce que SOS accueille, parce qu'il y a un paquet d'organismes pour les aider. Ça fait que ça, c'est notre part. Nous aussi, on va avoir une famille de réfugiés, mais je dis souvent, nous autres, on a beaucoup d'aide qu'on fait déjà. Fait que ça, je remercie tout le monde parce que tout le monde qui est ici, vous contribuez, tous les commanditaires, parce que ça a pris des commanditaires pour faire cette soirée-là à soir. Puis merci aux gens, les bénévoles qui travaillent dans SOS Accueil. Le maire a aussi souligné le fait qu'une inondation de la rivière Sainte-Anne aurait été possible ce samedi 29 avril si les glaces n'avaient pas décollé du centre-ville. Le débit d'eau dépassait les 400 mètres cubes à la seconde, un débit qui a fait déborder la rivière en 2014. On retrouvait 500 personnes à l'aréna et plus de 400 personnes au centre multifonctionnel ce samedi dans le cadre du 31e spectacle de la troupe de danse Arc-en-Ciel qui se tenait sous le thème du 175e « Riche d'histoire, riche d'avenir ». Après la pause, des actualités culturelles, communautaires et sportives, en plus d'une entrevue avec le fondateur du musée Charlie Chaplin en Suisse. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitement IPL, taches pigmentaires, coupe rose rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous. Casimir a pris fin ce samedi soir, 29 avril, avec le dévoilement des films gagnants. 28 films internationaux étaient à la compétition dans les différentes catégories. Les membres du jury étaient composés de Geneviève Bilodeau, Mylène Paquette, Ségolène Roederer, Christian Mathieu Fournier et Sébastien Merkling.
Au cours de chaque projection durant le festival, le public a eu l'occasion aussi de voter pour son film préféré. Le Grand Prix du festival décerné par le jury a été remis à Julia Montfort pour son film Poussière d'or. La réalisatrice a mérité une location d'équipement ou de salle de production pour une valeur de 5 000 $ offerte par Spira, en plus d'une sculpture originale de fer-bois, artisan forgeron d'une valeur de 500 $. Le prix du film étranger a été remis à Martin Blanchard pour son film « Les animaux ont-ils des droits ». Le prix du public a été décerné à Marc Grégor Cambredon et Jean-Benoît Gamichon pour leur film « L'autre face » du Kilimandjaro. Le prix artistique québécois a été remis à Carl Chevrier pour son film « Wigwaz ». Et la mention spéciale du jury a été décernée à Nicolas Richat et Nico Musi pour leur film « Frontera invisible ». Écoutons les commentaires de 3 membres du jury sur les 5, la comédienne et marraine du festival depuis ses débuts, Geneviève Bilodeau, le directeur de la distribution chez Spira, Sébastien Merkling, et la rameuse qui a traversé seule l'océan Atlantique en 2014, Mylène Paquette, qui en était à sa 4e année au Festival de films à Saint-Casimir. Ce sera suivi des commentaires du directeur artistique et fondateur du festival, Léo Denis Carpentier. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Geneviève, vous avez été présidente encore du jury cette année pour cette 14e édition. Quel bilan vous en faites? Oh mon Dieu, hey, les bilans, ça c'est quelque chose. Rapidement, un bilan en fait... Sur les 14 années qu'on a... Non, de cette année. Ah, de cette année. Oui, de cette année. Écoute, cette année, j'ai été étonnamment surprise. On a trouvé une façon d'analyser, de débattre, de délibérer plus que de débattre. On a été super efficace. Christian a amené une grille d'évaluation pour nous aider à trancher. Sébastien a amené un regard tout à fait différent. Mylène et moi, et avec Ségolène, évidemment, ça a été vraiment... Parce que moi, on avait vraiment beaucoup de films cette année, beaucoup de bons films. Puis je me suis dit, j'ai dit à Christian quand je l'ai vu, je disais, on n'est pas sorti d'ici. Ouais. Puis finalement, on a bien fait ça. Oui. Puis mais vraiment, toujours avec un grand respect, puis on est vraiment très admiratif de tout ce qu'on reçoit, de l'implication des gens. Parce qu'on le sait, c'est long de faire un film en plus. C'est sûr. Fait que voilà, on est très, très contents de l'année qui s'achève. En termes de contenu cette année, qu'est-ce qui t'a accroché le plus? Bien là, donc, avec les prix qu'on a remis, on soulève beaucoup le droit à un respect, dignité, donc à la vie. Là. Donc, évidemment, le Grand Prix, c'était un film c'était Poussière d'or. C'est les Africains qui... au Kilimandjaro, je mélange deux affaires. Au Burkina Faso. Donc, on les suivait. Donc, vraiment, l'impact des petits achats que nous, on fait, ou des utilisations qu'on fait, l'impact que ça a sur ces gens-là, dévastateurs. Donc, vraiment, comme si on avait droit de vie ou de mort sur des êtres humains sans s'en apercevoir. Mm-hmm. Donc, c'était beaucoup ça cette année. Le droit des animaux, c'était ça aussi. Donc, c'était pas juste un film de « Oh, les pauvres petits ». C'était très intellectuel. C'était une démarche intellectuelle sur le droit, sur des choses, des principes comme ça. Mais en même temps, évidemment, ça vient chercher notre sensibilité. Donc, je te dirais que c'était ça cette année beaucoup. Sébastien, c'est ta première expérience comme jury au festival ici à Saint-Casimir. Quel est ton bilan à toi là, cette année là, de ce festival? Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc moi, j'étais là uniquement aujourd'hui, mais j'ai pu voir à travers les capsules ce soir toutes les initiatives qui sont autour du festival. Puis, ce que je disais tantôt, c'est un festival quand même intelligent qui apporte des solutions audacieuses à des problèmes, puis qui aussi fait beaucoup de sensibilisation. Pour ce qui est du contenu des films, moi, je trouve que c'est ça, il y a beaucoup de variétés. Il y a bien sûr des tendances qui se dégagent, mais je trouve que c'est très important finalement d'avoir accès à ces films-là qui mettent en lumière des choses dont on n'a pas forcément conscience en tant que consommateur, en tant que citoyen, et puis surtout une ouverture sur le monde. Oui. Voilà. Est-ce que tu seras de la partie pour le 15e? Sais-tu encore? J'espère, sans aucun doute. On verra, mais oui, j'aimerais ça vraiment. J'ai aimé mon expérience. Ouais. Mylène, de ton côté, c'est ta 4e, en fait, expérience au festival. Quel est ton propre bilan là, cette année? Mon bilan de cette année, cette année, ça a été plus facile. Moi, je trouve la délibération, on dirait que ça coulait, puis que justement, avec la nouvelle façon d'aborder la chose, ça a été plus facile de faire un choix. Ouais. Puis,
à chaque année, c'est comme une pause que je m'offre de regarder des films, comme je disais il y a quelques instants. Regarder des films, puis aussi, ça m'offre une réflexion sur le monde. Donc, c'est important pour moi de continuer avec le festival. Et tu as eu une expérience kino cette année, comparativement aux autres. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça le fun. Je pensais pas que mon idée allait être bonne. En fait, c'est une idée qu'on a trouvée autour de plusieurs verres de Porto. Alors, on se trouvait bien drôle dans la cuisine de Sophie, ma co-réalisatrice. Mais jeudi matin, tu sais, c'est long, les kinos. Donc, jeudi matin, quand on est arrivé, il y a d'autres personnes qui ont trouvé ça le fun, puis ont embarqué dans le projet. Donc, on l'a co-réalisé avec Gabrielle Bissonnette, puis ça a été une belle expérience. Moi, j'ai fait la prise de son. Alors, je vais avoir du respect pour tous les preneurs de son dorénavant sur tous les tournages que je vais participer. C'était ta première expérience kino à vie? Oui, ma première expérience kino et ma première expérience de courbature de perche aussi à vie. Ouais. OK. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci à chaque année aussi. Bonsoir, Léo Denis. Bonsoir. Léo Denis, bilan de cette 14e édition, content? Oui, je suis très content. On avait des activités de qualité, des films de grande qualité. Ce qui est difficile aussi, comme quand on fait la remise des prix, les réalisateurs de pays étrangers, souvent on ne les rejoint pas. Puis ce soir, on a rejoint 2 sur 4. Donc, c'est quand même passé 50 de réussite. Des années, on n'en rejoint pas un. Oui. Fait que ça, je suis bien content de ça. Je suis bien content du choix des jurys, du choix du public. Puis, bon, je pense qu'on va avoir aussi un super cabaret kino. D'après les bouts que j'ai vus là, à date. Là. Oui. Qu'est-ce que tu retiens, en fait, je dirais, des films cette année de cette 14e édition? Qu'est-ce que tu retiens, toi, personnellement? Bien, avant, c'était plus des films qui avaient rapport à la pollution, c'est sûr, l'agriculture, tout ça. Maintenant, on a encore des films comme ça, mais c'est beaucoup l'humain par rapport à l'humain. On parle beaucoup plus de ça. Fait que ça, c'est nouveau depuis quelques années, là, par rapport à des films sur l'environnement. En terminant, on se prépare pour le 15e. Comme on le voit, déjà là, il y a des images qui apparaissent. Oui, bien avec Valo, maintenant, on a un nouveau patron qui s'appelle Valo, notre mascotte, notre marionnette. Donc, on va falloir la suivre là, à travers le monde, ou on ne sait pas où, mais on est déjà sur plusieurs coups, dont des partenaires majeurs et qu'on devrait pouvoir annoncer vers l'automne ou l'hiver, beaucoup avant le festival. OK. Merci, Léo. Bien, merci. Durant l'après-midi de ce samedi 29 avril, le festival a eu droit à la visite du muséographe québécois Yves Durand, qui a fondé il y a 1 an un grand musée dédié à Charlie Chaplin en Suisse, le Chaplin's World. Yves Durand, un passionné de cinéma et de Chaplin, a présenté et commenté le premier long-métrage de Charlie Chaplin, sorti en 1921, intitulé « The Kid ». Nous avons rencontré Yves Durand après la présentation. Bonjour, M. Durand. Bonjour. M. Durand, vous êtes à Saint-Casimir aujourd'hui. Parlez-nous un peu de la circonstance qui fait que vous êtes ici actuellement. J'étais ici pour parler de l'œuvre de Charlie Chaplin et tout particulièrement de son film « The Kid ». C'est un film qu'il a fait en 1921, qui est un film qui est quand même l'expression assez puissante de ce qui était la vie simple, la vie modeste de Charlie Chaplin lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était gamin. Et ce film est la représentation d'une enfance extrêmement simple, extrêmement pauvre que Charlie a voulu porter à l'écran. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'au-delà du cinéma, au-delà de l'histoire, la dimension autobiographique de ce film nous rappelle jusqu'à quel point la beauté de la relation entre les individus transcende ce qu'ils possèdent. C'est vraiment ce film. Charlot est un vagabond. Il rencontre sur sa route un enfant qu'il adopte, qui est un orphelin, comme Charlie lui-même a été orphelin un certain temps de son père et de sa mère qui avait été placée dans un orphelinat. Charlot rencontre sur sa route cet enfant, il l'adopte comme un papa. Charlot n'a rien, c'est un sans domicile, il vit très simplement, il est dans une mansarde qui est misérable. Mais à travers ce film, à travers son humilité, à travers son humble vie, il trouve le moyen de tout utiliser ce qu'il y a autour de lui pour donner à son enfant un bien-être qui est beaucoup plus dans le champ de l'émotion et de l'affection, du regard sur l'autre que sur l'être
avec qui on est, avec qui on partage, plutôt que sur l'avoir. C'est un film qui parle des relations humaines entre les gens et qui démontre qu'on peut avoir une qualité, une richesse de regard vers l'autre et de relations humaines qui transcendent les biens matériels que l'on a ou que l'on n'a pas. Oui. Et c'est un peu, en quelque sorte, l'héritage moral que Charlie Chaplin nous laisse, en quelque sorte? Oui, d'ailleurs, Charlie Chaplin le laisse d'une façon assez probante à travers le personnage de Charlot. Charlot est un personnage qui est vraiment issu de l'imaginaire et de la réminiscence de l'enfance de Charlie Chaplin. Charlie a connu une enfance extrêmement pauvre. C'est un enfant du macadam qui a vraiment vécu entre barreau d'asile de sa mère, barreau d'orphelinat. Lui-même a été mis à l'orphelinat. J'expliquais tantôt qu'il a appris à danser, à faire la pantomime en faisant la manche, en quêtant dans la rue. Il a vécu vraiment dans une pauvreté extrême. Mais Charlot était la représentation de cette pauvreté, parce que Charlot, c'est un personnage qui est seul, qui est marginal, qui est sans le sou, qui est sans domicile, mais qui finit toujours par s'en tirer. Et Charlie disait, Charlot n'a jamais oublié là d'où il vient. Des milieux les plus simples, les plus démunis, ce qui ne lui enlève pas la dignité de sa personne. Charlot, il a des godasses, il a des culottes trouées, mais il a un chapeau melon, une canne, il a une dignité, ça, c'est des symboles de dignité. Donc, c'est le petit qui, malgré l'adversité de la vie, la dureté de la vie, malgré les malfaisances de tous les lourdeaux d'une société qui, généralement, sont associés au pouvoir, ben, c'est un petit qui, comme un petit David vis-à-vis de Goliath, finit toujours par gagner et par faire valoir la dignité du petit par rapport au plus grand. Oui. Et d'utiliser le rire et les larmes en l'espace de quelques secondes, c'était une des grandes forces de Charlie Chaplin. Oui, Chaplin disait « Je passe du rire aux larmes » dans la plupart des scénarios que je rédige, et pour moi, c'est important. Parce que le rire, parce que c'est un clown, et parce que pour lui, le rire était une arme incroyablement efficace pour se moquer des lourdeaux et des tares de la société. Les larmes, parce que les sujets qu'il aborde, surtout dans ses plus grands chefs-d'œuvre, sont des sujets d'une nature sociétale et humaniste extrêmement puissante. Que ce soit Modern Times, où il prend le pari des travailleurs, que ce soit The Immigrant, où il prend le pari des réfugiés, que ce soit le Dictateur, où il dénonce les dictateurs, où il prend le pari du petit barbier juif perdu dans son ghetto. Charlie nous approche des larmes parce que les sujets qu'il aborde sont des sujets extrêmement existentiels. Charlie disait « Il faut bien rire de nos impuissances ». Le rire, il est associé au clown qui, lui, se bat contre les lourdeaux et toutes les malfaisances d'une société qui est plus dure que belle à l'égard des plus petits. Et nos impuissances, c'est la bêtise des grands et des géants et des puissants de ce monde qui n'en ont que faire des plus petits. Il rêvait d'un monde meilleur? Oui, d'ailleurs, il a même écrit un traité d'économie. Et ça, c'est peu connu. Dans les années 30, quand il avait fait le film « Les temps modernes », il avait écrit un traité d'économie qui pourrait servir de base aux altimondialistes de ce monde aujourd'hui, dans lequel il prône le partage des richesses. Il prône une meilleure égalité entre les individus. On est en 1930. Il parle ce discours, il parle ce langage-là. Il était imbu, habité, imprégné d'une quête de justice qui a toujours été éternelle dans ses scénarios. Et quand on prend le temps de revoir sa filmographie, bon, il a fait 81 films, mais si on prend ses 7 ou 8 plus grands chefs-d'œuvre, on voit cet humanisme, ce pacifisme, ce désir d'une plus grande solidarité, d'un plus grand partage entre les plus simples et au niveau de l'ensemble des sociétés de ce monde. D'ailleurs, je pense que cet humanisme, cette propension à vouloir toujours prendre le pari des plus démunis par rapport aux plus grands, c'est ce qui confère à son œuvre la pérennité et l'universalité qu'on lui reconnaît encore aujourd'hui. Je pense que sa mémoire, elle est vivante parce que ses scénarios parlent de sujets qui sont existentiels et qui concernent le monde et qui nous concernent encore aujourd'hui. En fait, c'est qu'il constate ou il dénonce la relation que l'être humain a développée par rapport à l'argent, quelque part, qui est devenu un vice ou un objectif ou un faux pouvoir. Oui, et Charlie dénonce beaucoup le pouvoir, mais c'est sûr qu'au pouvoir est associée la puissance de l'argent. Mais il est un anti-pouvoir, en quelque sorte, dans le sens qu'il est toujours, dans presque tous ses grands films, il est toujours opposé à des banquiers, à des dictateurs, à des aristocrates, à des bourgeois, à des possédants. Oui, chez lui, c'est une constante. Parce que pour lui, la lutte contre entre guillemets, le pouvoir, contre les possédants, est une lutte qu'il fait au nom des plus petits.
Donc, oui, d'ailleurs, le seul argent qu'il a eu dans sa vie, il l'a mis au service de son art. Charlie a fait beaucoup d'argent, il a fait des films, mais Charlie dépensait tout dans son art. Et il risquait tout. Quand il a financé le film Le Dictateur, il avait contre lui les États-Unis, il avait contre lui toute l'extrême droite américaine, il a eu des menaces de mort. Tous les producteurs de Hollywood ne voulaient pas s'associer à ce film. On est en 1938, il le fait seul. Il risque la totalité de sa fortune dans un film pour dénoncer un dictateur. Alors, pour lui, son rapport à l'argent, il était beaucoup lié à la liberté de son art. Et son art, elle était beaucoup liée à la dénonciation des puissants de ce monde qui n'en ont que faire des plus petits. Et lui a pris le pari des plus petits. Donc, on peut dire que son rapport à l'argent, il était indissociable de son rapport avec les plus simples, les plus démunis, et à la contestation qui toute sa vie durant, il a manifesté contre les plus lourdeaux ou les plus gros de ce monde. Oui, il y a un rapport très étroit entre aujourd'hui et son époque aussi. C'est effrayant, monsieur, le rapport entre aujourd'hui et son époque. J'écoutais récemment, dans le film Le Dictateur, à la fin du film, Charlie prononce un discours. Où Charlot, dans l'histoire, est malencontreusement pris pour le dictateur. Il se retrouve en personnage de Hitler, qui s'appelle Inkel dans le film. Il se retrouve à faire un discours devant les masses de soldats. Et ce discours-là, c'est un appel à la paix, au pacifisme, à l'humanisme, un appel à cesser la guerre, à s'occuper de ses enfants, à s'occuper de ses familles, à prendre le temps de s'aimer puis de vivre dans son environnement. Et ce discours-là qu'il a prononcé en 1940, qui est extrêmement puissant, vous pourriez aujourd'hui refaire le même discours sur les tribunes de toutes les grandes sociétés, à Washington, en France, à Paris ou à Tokyo ou à Shanghai. Il aurait la même actualité. Comme quoi, le discours qu'il a fait en 1940 dans ce film, qui dénonce la bêtise des soldats et des hommes qui n'ont pas assez de temps pour la paix et pour la prospérité et pour l'amour qu'on doit à nos proches, ce discours-là, il démontre que depuis 1940, le monde n'a pas autant évolué qu'on l'aurait voulu, puis que peut-être la bêtise des hommes est peut-être encore aujourd'hui aussi grande qu'elle l'a été à cette époque. Et ça doit nous interpeller. Oui. Mais est-ce qu'il était fondamentalement optimiste par rapport à l'avenir de l'être humain? Est-ce qu'il croyait au paradis terrestre, si on veut? Non, il était très ambivalent de ce côté. Chaplin était un agnostique. Il disait toujours par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport à l'infini, il disait toujours « je ne sais pas ». J'envie ceux qui savent. Parce qu'ils savent, ils ont une certitude. Moi, j'ai aucune certitude. Et dans ces films, dans ces scénarios, il y a toujours un certain doute. Charlot s'en tire. Généralement, ça finit bien. Il finit toujours par gagner. Le petit David, donc toujours contre les Goliaths de ce monde. Il finit toujours sur une route esselée, marginalisée, et sa vie continue, et la dureté de la vie continue. Alors, il a des victoires d'une vie dans laquelle il trouve le moyen, avec dignité, de résister, mais il se retrouve quand même esselé, seul sur une route. Il était ambivalent de ce côté. Je crois qu'on peut dire honnêtement qu'il était aussi pessimiste que pessimiste selon les périodes, selon les histoires. Il était, comme beaucoup d'artistes, un peu traumatisé ou interpellé par la bêtise des hommes et la bêtise des sociétés. Oui. Et peut-être en terminant, parlons de vous et votre relation avec Chaplin. Vous avez fondé il y a 1 an, en fait, un musée en Suisse. Parlez-nous de ce projet. Oui, c'est un musée qui est devenu maintenant le 3e plus important musée en fréquentation en Suisse, qui est entièrement consacré à la vie et à l'œuvre de Charlie Chaplin. L'intérêt de ce musée, c'est qu'il est situé dans la maison familiale où Charlie Chaplin a vécu les 25 dernières années de sa vie en Suisse, après avoir été expatrié, exilé des États-Unis, puisqu'il a été expulsé des États-Unis dans le courant du macartisme, cette espèce de chasse aux sorcières communistes qu'on faisait dans l'après-guerre au début des années 50. Charlie, comme beaucoup d'artistes, de scénaristes à Hollywood, qui se faisaient traiter de socialistes ou d'humanistes. Les humanistes étaient mal vus à cette époque de la guerre froide, a été expulsé des États-Unis. Il s'est retrouvé apatride, il va vivre, il trouve une maison familiale en Suisse où il va élever ses 8 enfants, les 8 enfants qu'il a eus avec sa dernière épouse, Ona. Et le musée est dans sa maison, dans ses jardins. Et on a créé ce musée, on a voulu lui donner beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité parce qu'on est chez lui. Et dans ce musée, c'est Charlie qui nous accueille. C'est un peu lui qui nous ouvre la porte, c'est lui qui nous parle. Tout ce qu'il y a dans ce musée, les images, la musique, les textes, tout vient de lui. On n'a pas écrit un panneau pour dire Charlie Chaplin a voulu faire le dictateur pour telle raison. C'est lui, il nous dit j'ai fait le dictateur parce que je pense que les dictateurs sont des clowns et que c'est ainsi que j'aimerais que les masses les regardent. Et tout dans ce musée lui redonne la parole, l'image, la musique. Et on a aussi créé un
studio dans lequel on recrée les décors de ces films. En fait, on plonge dans le salon de barbier du dictateur, on plonge dans le restaurant du film The Immigrant, on plonge dans son univers, on a recréé son monde et on redonne tout l'espace à Charlie dans sa maison avec ses enfants et sa famille qui nous parle de la vie, du monde, de son humanisme, de ses croyances pacifistes. Puis on retrouve Charlot dans le Grand Studio, qui est un nouveau musée, un nouveau bâtiment où Charlot nous accueille dans les décors des films où on voit Charlot agir, entouré de sa cour de personnages avec son humour et ses émotions. Oui, et vous avez des liens très étroits encore avec ses enfants, en fait. Oui, on a bâti ce musée. C'est un projet qui s'échelonne sur plus d'une dizaine d'années. Depuis déjà plus de 10 ans, je suis en relation concrète et même directe avec les enfants. Ce projet, on l'a bâti avec l'appui des enfants, qui nous ont quand même laissé beaucoup de liberté. La seule exigence des enfants, c'est vous dites des vérités. Même si elles sont crues, c'est pas une hagiographie. On veut que vous reflétiez exactement ce qu'est l'héritage moral et cinématographique de notre père. Vous n'êtes pas démagogue, vous dites pas de fausseté, mais vous dites tout ce qu'il y a à dire. On veut un musée de vérité et d'authenticité. Donc, on l'a fait avec les enfants, on l'a construit avec les enfants. Et aujourd'hui, ce musée va grandir avec les 8 enfants que Charlie a eu avec Una, qui sont en fait les héritiers légaux et moraux de son œuvre. Oui. Et peut-être juste un petit mot, parce que vous êtes de Québec. Oui. En fait, vous vous retrouvez avec ce musée en Suisse. Pourquoi essentiellement? Bien, je fais des musées depuis une vingtaine d'années, des musées d'art, d'histoire, d'archéologie. J'ai travaillé beaucoup plus en Europe qu'au Québec, peut-être à cause des concepts de musées qu'on fait, puis aussi le marché de la muséographie est beaucoup plus important du côté européen que du côté québécois ou canadien. Et j'avais donc plus d'opportunités de ce côté. Donc, j'étais plus souvent en Europe qu'ici pour ma vie professionnelle. Et au hasard d'une route, un peu comme Charlot, je me suis retrouvé un jour en Suisse et j'ai croisé sur ma route Eugène Chaplin, qui est un fils de Charlie, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, à qui j'ai dit pourquoi on ne fait pas un musée sur votre père. Mais vraiment, je ne savais pas, et je disais pourquoi on ne ferait pas un musée sur votre père. D'autant plus que j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, j'aime Charlot et je suis un fou de cinéma. J'ai fait de la photographie, j'ai eu mon laboratoire, je suis un producteur de films documentaires, je suis un fou de cinéma. Charlot et Charlie ont toujours fait partie de mon univers, même depuis que je suis tout petit. Je disais à Eugène Chaplin, je suis honoré de vous rencontrer. Pourquoi on ne ferait pas un musée sur votre père? C'est mon métier de faire des musées. Et on a échangé. Il m'a dit, écrivez quelques idées, je vais les remettre à la famille. J'ai écrit quelques idées où j'ai simplement dit, si on fait un musée sur votre père, on va tout lui redonner. On va lui redonner la parole, la musique, on va lui redonner l'espace. On ne parlera pas à sa place. On va faire revivre sa cour de personnages et son œuvre. Les enfants m'ont dit, lors d'une première rencontre que j'ai eue, où ils étaient 6 des 8 enfants, on pense que notre père aurait aimé tout ce que vous venez de nous dire par rapport à ce que pourrait être ce musée. Si vous voulez, on va essayer de le faire ensemble. On était en 2002. Le musée a ouvert en 2016. M. Durand, merci beaucoup. Plaisir. Soulignons que le musée a nécessité des investissements de l'ordre de 70 millions de dollars. L'artiste de Saint-Raymond, Michel Bédard, expose ses œuvres actuellement jusqu'au 2 juin dans la verrière du Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. L'exposition comprend des tableaux et des artefacts. Il s'agit de photos intégrées à des tableaux numériquement et le résultat final offre une photo de format 12 par 12 pouces. Les montages photos sont juxtaposés aux tableaux originaux, ce qui peut intéresser les amateurs de peinture, de photos et de montages numériques. On retrouve aussi dans l'exposition 3 artefacts faits à partir de photos historiques de Saint-Raymond pour souligner son 175e anniversaire. Les dirigeantes du Centre Femmes de Portneuf ont annoncé cette semaine qu'un site Web est maintenant en ligne pour promouvoir leurs activités et services. On souhaite, par ce nouvel outil, rejoindre le plus de femmes possible dans Portneuf, en plus de faciliter la communication et l'adhésion aux nouveaux membres. On peut également s'abonner à une infolettre qui est distribuée par courriel et une page Facebook est aussi en ligne. Le Centre Femmes de Portneuf, qui existe depuis 3 ans, compte actuellement 187 membres et sa mission est de favoriser l'échange entre les femmes de Portneuf par le biais d'activités dont les 6 à 8 féministes ou le club de lecture. Un nouveau service de bibliothèque est maintenant disponible qui deviendra mobile cet été avec l'embauche d'une chargée de projet grâce au programme fédéral Emploi Été Canada. Et en terminant, à Pont-Rouge, la 3e édition du défi Dansereau dans le cadre du concept Je cours Pont-Rouge se tiendra le dimanche 18 juin prochain.
Quelques 750 coureurs à pied sont attendus pour l'événement qui propose encore cette année 5 circuits, les 1, 2, 5, 10 et 15 kilomètres. Plus de 450 coureurs sont déjà inscrits aux différentes courses et l'organisation pourra accepter les inscriptions électroniques jusqu'au 14 juin. D'autres coureurs pourront s'inscrire lors de la remise des dossards juste avant le départ. On estime à quelque 25 le nombre de coureurs provenant de Pont-Rouge, 40 de la MRC de Portneuf et le reste des coureurs proviennent de la région de Québec et même certains de l'Ontario. Les médailles qui seront remises aux coureurs porteront le logo et les couleurs du 150e de Pont-Rouge et différents objets promotionnels seront aussi mis en vente. Mentionnons que l'organisation aussi, qui est composée de 10 membres au sein de son conseil d'administration, est maintenant présidée par Daniel Leclerc, qui succède à Martin Guaziou après 5 ans comme président fondateur. Alors, ça complète Info-CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane, merci à Philippe à la régie et à la caméra, merci à vous à la maison. On se laisse avec les images du couloir de la violence amoureuse qui a été installé cette semaine à l'école secondaire de Donnacona. Bonne semaine.